Bonjour à tous. Donc, je me présente, je suis Timothée Kellard, donc cofondateur de la société Ecodev qui accompagne depuis maintenant 13 ans les employeurs dans les on va dire, enjeux développement durable, si je fais très court. Alors, donc, merci à vous. Je suis ravi d'être ici pour animer cette table ronde dont le thème est automobile, l'économie circulaire et les services de mobilité verte passent à la vitesse supérieure. Donc ça, c'est le grand chapeau. On va introduire cette thématique avec un petit pitch, finalement, pour poser le cadre, et le cadre, enfin le contexte général. Donc c'est covoiturage, train autonome, je pourrais ajouter vélo. Comment nous déplacerons-nous dans 20 ans ou 40 ans? Si cette prospective est un exercice incertain, une chose est sûre, en revanche, c'est que le secteur des transports devra se décarboner. Ça passe par un enjeu de sobriété, comme vous l'avez bien compris, j'imagine, vu l'actualité. Donc, pour éclairer les débats, France Stratégie et le Conseil général de l'environnement et du développement durable ont mené un exercice exploratoire à l'horizon 2040-2060 avec un regard particulier et un zoom sur 2030. Évolution des comportements, rôle de l'aménagement du territoire, comment le secteur de l'automobile doit innover pour se réadapter à la ville durable. Donc, c'est le gros chapeau de cette table ronde. Pour répondre à ces enjeux ou ces questions et nous montrer finalement la voie, j'ai la chance de pouvoir accueillir 4 intervenants. Donc Antoine Dupont, ingénieur de formation, entrepreneur et maintenant directeur général de la Fabrique des Mobilités. Gaël Lavaux, ingénieur également de formation et fondateur de GazelTech. Géraldine Mesalira, ingénieur également de formation responsable RSE chez Wattea, groupe Michelin. Et pour finir, Nathalie Ray, directrice du Hub Innovation au sein de la Refactory chez Renault. Première question, pour lancer les débats, je vous laisse 1 minute pour peut-être vous présenter et ou comprendre pourquoi vous êtes arrivé sur ces enjeux de mobilité durable. Et on le fait dans l'ordre qui s'affiche derrière moi, donc peut-être Géraldine en premier, Gaël en second. Donc, bonjour à tous. Donc, moi, je suis directrice RSE pour la société Wattea by Michelin. Donc, mon parcours qui m'a mené vers ce poste est simple. Hein, ça se passe en 3 temps. Un premier temps au niveau de l'ingénierie, bureau d'études, dans le domaine de l'énergie. J'ai travaillé pendant plusieurs années dans le domaine de la construction en particulier. Un deuxième parcours au service du personnel pour accompagner la transformation du groupe sur la gestion des personnes et l'accompagnement des managers. Donc, c'était un deuxième parcours et deuxième expérience. Un troisième temps de parcours comme responsable des opérations chez Wattea. Donc, je connais bien le fonctionnement de la société dans ses processus détaillés. Et ce qui m'a mené en fait au poste de RSE, c'est la partie, j'allais dire, conviction personnelle et puis le souhait de Wattea de mettre au cœur de sa stratégie et au cœur de son équipe de direction la RSE et l'impact comme sujet aussi bien pour son offre que pour la société de la vie de l'équipe. Bonjour à tous, je suis Gaël Lavaux, donc le fondateur de GazelTech. Avant ça, j'ai un parcours intégralement dans l'industrie automobile. J'ai commencé par une thèse chez Renault. Ensuite, j'ai été embauché à la direction de la recherche pour travailler sur l'allègement des véhicules, avec un travail sur les châssis et sur les moteurs. Et puis, donc tout ça a donné des très bons résultats, mais était très numérique, puisque c'est à base d'outils d'optimisation et de simulation qu'on fait tout ça. Et j'avais envie de voir les choses un peu plus concrètement. Et donc, je suis parti chez un petit constructeur qui s'appelle Goupil Industries, qui fait tous les petits véhicules électriques des mairies pour l'entretien des parcs et jardins et autres. Et donc là-bas, j'ai été chef de projet d'abord pour développer le premier moteur hybride français, puis ensuite chef de projet véhicule. Et en fait, avec une toute petite équipe de 5 personnes, on a développé et mis en production un véhicule, là où chez Renault, il faut à peu près 1000 à 1500 personnes. Et donc, ça m'a permis d'avoir une vision un peu d'ensemble du développement d'un véhicule. Et puis, en 2014, j'ai quitté Goupil pour créer GazelTech, pour essayer d'allier le meilleur des deux mondes entre des petits véhicules plutôt légers et qui permettent donc de réduire l'impact environnemental de nos déplacements et des véhicules de grands constructeurs qui apportent du confort et de la sécurité dont on a quand même besoin. Et donc GazelTech s'est attaché à travailler sur mixer le meilleur des deux mondes. Bonjour à toutes et tous, Antoine Dupont. Donc moi j'ai
fait des études en ingénierie automobile avec une spécialisation en éco-conception véhicule. Et en fait, j'ai pas du tout travaillé dedans. J'ai fait un peu d'industrie chez Faurecia, enfin à l'époque Faurecia. J'ai décidé d'entreprendre. J'ai fait 7 ans d'entrepreneuriat dans les technologies de santé. J'ai créé une société avec un associé qu'on a cédé il y a quelques temps. Au moment où, quelques années avant, j'ai été élu à Paris. Donc, je suis élu actuellement sur des sujets de voirie, d'espace public et de mobilité. Donc dans le 18e arrondissement, je suis adjoint au maire. Et j'ai décidé de rejoindre l'association La Fabrique des Mobilités, qui prône des nouvelles formes d'innovation dans le secteur de la mobilité. Parce qu'à mon sens, le sujet qu'on va aborder aujourd'hui est éminemment politique. En fait, ce dont on se rend compte, c'est que les agences d'État, les ministères, ont des leviers extrêmement importants à activer. Et notre rôle, en tant qu'association, c'est d'être le poil à gratter de ces structures-là et de les pousser à la réflexion, de les pousser à voir plus loin et d'engager les transformations nécessaires pour atteindre, nous l'espérons, la neutralité carbone, notamment dans le secteur des transports. Bonjour à tous, donc moi je suis Nathalie Rey. Alors pour vous décrire un peu, donc moi j'ai fait toute ma carrière chez Renault, j'ai occupé différentes fonctions. Je travaille dans l'innovation. J'ai créé différents écosystèmes autour des questions de mobilité. Pour moi, en fait, ce qui est fondamental, c'est si on veut réussir à améliorer l'impact, c'est d'avoir, en matière de mobilité, c'est d'avoir une approche systémique et de vraiment pouvoir travailler avec tous les acteurs. Et dans ce rôle-là, l'innovation peut être un facilitateur. Voilà, donc en gros l'idée c'est aujourd'hui je travaille donc au sein d'un projet Refactory dont je vous parlerai et avec l'idée de créer un hub d'innovation pour faciliter la circularité dans cette mobilité. Merci à vous, Kat. Donc, on voit bien finalement qu'on a quand même une expertise, des expertises sur les sujets de la mobilité. Je vais quand même vouloir redresser rapidement quelques grands chiffres. Finalement, quand vous regardez la stratégie nationale bas carbone ou les enjeux de notre neutralité carbone, on a un premier point de poissage qui est de 55% de CO2 en moins en 2030 sur les sujets de mobilité. Voilà, c'est juste pour poser le cadre. Et puis, je ne sais pas si vous en avez conscience, mais la mobilité est le plus gros impact pour un occidental, en tout cas pour un Français moyen, c'est à peu près un tiers de son empreinte. Donc on est quand même sur le gros sujet quand on parle de décarbonation. Pour débuter finalement des propos et les visions en fait, qu'on pourrait avoir pour 2040, je vais laisser peut-être Antoine débuter avec un sujet qui nous tient tous à cœur, qui est comment l'automobile a pu façonner, on va dire, nos modes de consommation. Enfin, quel est le rapport finalement qu'on peut avoir avec la voiture? On peut partir de ce constat peut-être pour arriver à travailler sur des visions plus d'aménagement ou d'enjeux associés. Peut-être donner 2 chiffres en complément sur effectivement les transports sont le secteur qui a le plus d'émissions de gaz à effet de serre en France, c'est 30% de nos émissions. Pour vous donner 2 chiffres, et c'est là qu'on va voir à quel point la nécessité de transformation est importante, c'est que c'est 126 mégatonnes équivalent CO2 en 2019 les transports. Pour atteindre l'objectif de neutralité carbone, il faudrait baisser de plus de 4 mégatonnes par an nos émissions de transport. C'est en gros ce qui s'est passé pendant le Covid. Donc en fait, chaque année, il faudrait revivre le Covid. Donc autant vous dire que ça va être compliqué. Donc en fait, il faut changer de paradigme, il faut changer de réflexion autour de la mobilité et notamment de l'automobile. Ça a été dit, l'objet automobile est un objet qui a façonné nos imaginaires. C'est un objet qui est vecteur de statut social, qui est vecteur de plein de choses qui sont inconscientes chez nous, qui sont aussi façonnées par le marketing, par la pub, et c'est des choses qu'il va falloir déconstruire d'une certaine manière. Et donc ça nécessite, de fait, une évolution assez drastique. Et d'ailleurs, la Convention citoyenne pour le climat, dans ses propositions, ne s'était pas trompée. Elle avait proposé qu'on régule très fortement les publicités liées à des produits qui sont fortement émetteurs d'émissions carbone. Il y avait aussi, par exemple, et on en reviendra juste après, une taxe, en tout cas un bonus-malus sur le poids des véhicules. Le poids et Gazeltech, mais aussi Renault, pourront vous en parler. C'est quelque chose éminemment important pour réduire les émissions de CO2 dans les déplacements.
On a l'objet automobile, mais l'objet automobile, finalement, il a aussi façonné le territoire, l'aménagement du territoire. Si on regarde bien, l'émergence, par exemple, des supermarchés et des hypermarchés dans les années 70, c'est concomitant à la pénétration l'équipement, le taux d'équipement moyen de véhicules dans la population. C'est à ce moment-là qu'il a augmenté. Et l'un entretient l'autre, c'est-à-dire que dès lors que je dois avoir un véhicule pour faire mes courses, de fait, l'inverse s'auto-entretient. Il y aura de plus en plus d'hypermarchés, de supermarchés, et donc on est dans un système qui est bouclé. Et c'est intéressant de voir l'aménagement des territoires aujourd'hui. Forum Vie Mobile a fait beaucoup d'études sur ce sujet, et une chose importante qui en ressort, c'est que finalement le temps moyen de déplacement d'un individu est d'autant plus grand que la zone dans laquelle il habite est dense et importante. Et qu'il y a un optimum qui semble se dessiner, qui est autour des villes de 50, 60 000 habitants, où finalement il y a du travail, il y a des services de proximité, services publics aussi, ce sujet-là est important, puisque quand un hôpital ferme, de fait, c'est des déplacements complémentaires. Donc il faut repenser l'aménagement du territoire, le rapport à l'objet automobile. C'est extrêmement nécessaire aujourd'hui, à notre sens, au sens de la fabrique des mobilités, évidemment, mais je ne pense pas que, pour avoir une vraie ambition de neutralité carbone, même si, on le sait bien, derrière la neutralité carbone, ça ne veut pas dire qu'on n'émet pas de polluants, qu'on n'émet pas de pollution. Et il y a aussi un sujet sur l'automobile, c'est qu'aujourd'hui, il y a l'émergence du véhicule électrique, mais le véhicule électrique, et là je vous parle en tant qu'élu local, ne répond pas à plein d'autres problématiques. C'est-à-dire l'espace public, la gestion de l'espace public. Aujourd'hui, en zone dense, la gestion de l'espace public est chaotique. Beaucoup d'usages qui se confrontent. L'espace public, je vous donne par exemple à Paris, 50% de l'espace public est dédié à la voiture. Mais c'est que 13 à 15% des usages, des déplacements. Donc qu'est-ce qu'on fait avec ça ? La voiture électrique, de par sa taille aujourd'hui des véhicules, de par le poids, ne répond pas à cette problématique. Ne répond pas aussi à d'autres problématiques de pollution, que sont les abrasions des pneus, des freins. Il y a d'autres phénomènes polluants. Et on a aussi un sujet globalement de sédentarité dans la population, qui est un sujet là de santé publique. C'est comment on fait en sorte que le problème de sédentarité qui va, je suis désolé de le dire, mais nous péter la gueule à un moment, soit aussi pris en compte. Et les mobilités actives sont une forme de réponse. Ce n'est pas une réponse absolue, parce que des gens n'ont pas d'autres moyens, et on l'a vu par rapport à l'aménagement du territoire, par rapport à leur boulot, de se déplacer autrement que par une voiture. Néanmoins, il existe des solutions alternatives dont les externalités négatives sont beaucoup plus faibles. Je pense notamment aux véhicules intermédiaires dont on va reparler, beaucoup moins polluants, avec une emprise de l'espace public qui est beaucoup plus faible. Et donc, c'est des solutions. Il y a un concept dans l'urbain qui est, notamment en Allemagne, c'est la décentralisation concentrée. Donc, c'est réfléchir l'urbanisme autour d'un pôle d'activité dans lequel on peut tout faire en courte distance. Et donc, par exemple, à Paris, il y a le sujet de l'urbanisme du quart d'heure. Donc, essayer de tout trouver à 15 minutes de chez soi. Donc, ça peut être 15 minutes, 20 minutes. Voilà. Mais l'idée est là, en fait. C'est que le premier levier, finalement, ce n'est pas l'objet automobile en tant que tel. C'est le rapport qu'on en a, c'est l'aménagement du territoire, et c'est qu'est-ce qu'on est prêt à engager comme transformation pour en réduire l'impact. Parce que l'objet automobile, en soi, il est nécessaire aussi pour la majorité des gens. Aujourd'hui, plus de 85% des déplacements sont faits en voiture. La majorité des gens, aujourd'hui, des déplacements en France sont faits pour le domicile et le travail, dans des mobilités, ce qu'on appelle chaînées. Donc, par exemple, je vais au travail, je vais chercher un enfant, je vais faire les courses, je reviens chez moi. Donc voilà, ça, on ne pourra pas l'éviter. Néanmoins, il y a des manières pour le faire, et je finirai sur un point, c'est que l'ONU, et pas que l'ONU d'ailleurs, préconise 3 choses pour atteindre la neutralité carbone. C'est hiérarchique. Le niveau 1, c'est ce qu'on appelle l'évitement, l'effacement. Donc ne pas se déplacer avec un véhicule quand on a le choix de ne pas le faire. Si on ne peut pas et qu'on est obligé de se déplacer, le deuxième, c'est le report modal. Donc je change de mode de transport et je passe sur une mobilité active. Et le troisième, si jamais je ne peux pas faire de report modal, c'est d'avoir un véhicule plus efficient, optimisé, covoiturage ou autre. Vous voyez la hiérarchie. Et aujourd'hui, j'ai l'impression quand même que dans les politiques publiques ou dans ce on s'évite le premier, c'est-à-dire l'évitement. Comment on fait pour éviter les déplacements? C'est dur, c'est complexe, mais c'est nécessaire. Oui, je voulais rebondir sur ce sujet de l'évitement, puisque du coup, on a eu la chance de faire un événement la semaine dernière au MEDEF avec notre président, le président du MEDEF et le ministre des Transports. Et effectivement, le message qui a été quand même passé par le ministre des Transports, c'est que la demande de mobilité continuera d'augmenter à horizon 2030, plus 26% finalement de kilomètres réalisés par Français moyens.
Là où effectivement, quand on regarde le sujet un peu de près, sans faire trop de politique, on voit bien que nous faire croire qu'on va pouvoir, sans on va dire, impact sur l'environnement ou sur notre santé, d'augmenter encore les déplacements, ça risque d'être contradictoire avec les objectifs de neutralité. Donc on a une vraie contradiction, une injonction contradictoire, mais on le sait bien, ce n'est pas que sur ce sujet. Du coup, ça m'amène une autre réflexion, ou en tout cas, peut-être, est-ce que déjà un de vous voulez compléter les débats, enfin en tout cas les échanges d'Antoine. Mais ce que je retiens, c'est le combat quelque part contre l'image ou la destruction de l'image de l'automobile. Alors pas en soi de l'automobile, mais plutôt de la manière dont elle est utilisée, ce qui est bien à nuancer. Parce que du coup, on ne veut pas opposer les modes, mais montrer les complémentarités. Alors je ne sais pas si vous voulez rebondir sur ce premier point. Moi, je reviendrai sur effectivement le fait que et je suis tout à fait d'accord avec Antoine sur le fait que le facteur numéro 1 de réduction, c'est l'évolution des comportements. C'est quelque chose ça se voit dans la conduite, c'est-à-dire quand vous conduisez un véhicule, suivant que vous soyez énervé ou vous conduisiez peinard, il va y avoir une variation de 30% de votre consommation. Et c'est également vrai sur le fait que si vous prenez votre vélo plutôt que la voiture, vous allez évidemment réduire l'impact environnemental de votre déplacement. Donc ça, c'est vraiment le facteur numéro 1. Maintenant, on ne peut pas tout faire et parfois on a des déplacements contraints. Et aujourd'hui, pour compléter ça, je pense que la voiture garde une place de choix, notamment dans les zones rurales, dans les zones périurbaines. Dans les centres-villes, elle n'a probablement pas trop sa place, effectivement, parce qu'il y a plein de solutions de déplacement. Mais voilà, ça fait 20, 30 ans ou 40 ans même qu'on essaye de pousser les transports en commun. Et la part de la voiture reste de 80-85% aujourd'hui parce qu'elle répond à un vrai besoin. Donc la question pour moi, c'est comment est-ce qu'on fait bien interagir la voiture avec les autres modes de transport. Et pour abonder effectivement sur les chiffres, je ne sais pas si vous suivez les enquêtes ménages de l'INSEE, mais qui est sorti donc décembre dernier. Donc 10 ans après les dernières études, effectivement, on a perdu 2% de part modale de la voiture, malgré tout ce qu'on entend et tout ce qu'on voit. Donc on voit bien qu'effectivement, cette voiture est essentielle. Je laisserai bien évidemment place aux questions-réponses sur la fin, donc n'hésitez pas à les garder ou même éventuellement lever la main pour que vous soyez bien signalés. Donc, sur la transition, donc, on parle beaucoup de voitures, de l'image de la voiture. En échangeant sur cette table ronde, Gaël, tu as quand même beaucoup précisé dans les échanges comment il fallait réimaginer ou repenser la construction, la fabrication, les modèles en fait, économiques autour de la voiture. Du coup, est-ce que tu peux nous parler de ton projet? Parce que du coup, il y a le produit en lui-même, mais il n'y a pas que le produit. Oui, c'est ça. En fait, on est parti d'un constat vraiment, donc au-delà. Le projet GazelTech se focalise sur l'objet, la voiture en elle-même, pas sur les usages. Donc maintenant que j'ai bien précisé que c'était très important les usages, je vais parler du véhicule et de la solution qu'on propose. Et on est parti d'un constat hyper simple, c'est que les 3/4 de la consommation d'un véhicule en urbain, périurbain, c'est son poids. En 1950, une 2 chevaux faisait 500 kg. Aujourd'hui, le poids moyen du véhicule essence est à 1250 kg, autour de 1400 kg pour un véhicule électrique. Donc ça veut dire que en fait, on dépense de l'énergie, oui, parce que dans un véhicule en général, on met en moyenne 1,2 personnes. Donc ça veut dire qu'à peu près 70-80 kg comparé à 1 tonne 2, 1 tonne 4. Donc on dépense de l'énergie aujourd'hui à déplacer des voitures et pas des bonhommes. Donc en partant de ce constat-là, on a essayé de se rapprocher de ce qu'étaient les véhicules à son origine, avec des objets roulants beaucoup plus légers. Et on a travaillé sur le poids des véhicules. Et pour ça, on a mis au point une technologie de châssis entièrement en matériaux composites qui permet d'alléger drastiquement le véhicule tout en conservant son confort et sa sécurité. Et donc ça permet d'avoir un véhicule, alors pour ce premier-là qui va être électrique et qui va consommer à peu près 40% de moins qu'un véhicule classique à usage équivalent et à sécurité et confort équivalent. Donc ça, c'est le premier aspect. Et après, au-delà de ça, l'industrie automobile est-elle aussi, a induit tout un modèle de production basé sur les taylorismes issus de l'histoire de Ford et qui a aussi mené à une certaine déshumanisation du travail qui est assez embêtante et qui pose un désintérêt pour les emplois industriels, qui cause des troubles musculo-squelettiques, qui cause des rotations à l'emploi importantes.
Et donc, on voulait essayer de ne pas reproduire ça. Et ça tombe bien parce que cette technologie de châssis qu'on a développée, elle permet, au lieu d'avoir 300 pièces en acier embouti, d'en avoir seulement 10 qui s'assemblent n'importe où et sans outil en 1 heure. En gros, le châssis, c'est un châssis Ikea. Et on peut envoyer donc le véhicule intégralement en pièces détachées chez les concessionnaires qui vont assembler le véhicule. Et donc, on parle de micro-usines d'assemblage qui vont permettre à la fois d'avoir des emplois plus intéressants, puisque un opérateur sera capable de monter de A à Z un véhicule, et qu'en plus, on va avoir la possibilité de créer des emplois sur les territoires. Donc, dans une époque où on parle beaucoup de réindustrialisation, ce modèle de production décentralisée qu'on peut voir se développer dans différentes industries comme l'énergie, avec des productions décentralisées d'énergie, panneaux solaires, éoliennes et compagnie, ou alors dans l'agricole, avec des micro-unités de production qui se développent. C'est un modèle pour nous d'avenir de production décentralisée et qui du coup n'est pas délocalisable, puisque le projet c'est de produire des véhicules au plus près de là où ils vont être utilisés. Ça veut dire que votre véhicule il viendra jamais de l'Europe de l'Est ou de la Chine. Voilà. Donc deux aspects, l'aspect économie d'énergie et l'aspect réindustrialisation des territoires grâce à ces micro-usines. Donc on voit bien qu'il y a au-delà effectivement du produit repenser, on va dire, le modèle de production, très bien. Tout ça, c'est aujourd'hui un projet, mais ce qui m'a quand même frappé dans les échanges de préparation, c'est le nombre de précommandes, le nombre de pays, enfin, qui sont aujourd'hui les profils intéressés, où. Alors, c'est très vaste. On a eu la chance d'avoir une belle couverture médiatique en début d'année et du coup d'avoir aujourd'hui plus de 40 demandes de micro-usines sur 4 continents. Donc ça intéresse évidemment beaucoup en France, que ce soit des profils d'entrepreneurs, des profils de concessionnaires, parce qu'il faut savoir que la distribution aujourd'hui a beaucoup de mal à vivre sur la vente et l'entretien des véhicules. Et donc le fait de leur confier l'assemblage leur permet de retrouver des marges de manœuvre dans un monde où la digitalisation des cycles de vente leur fait perdre de plus en plus de leur place auprès des clients. Et donc ce sont des profils assez atypiques. Et c'est aussi un modèle qui intéresse beaucoup les pays en voie de développement, Afrique, Moyen-Orient, Amérique du Sud, parce qu'un pays émergent, le meilleur moyen de se développer pour lui, c'est d'intégrer de la valeur ajoutée sur son territoire. Et donc le fait de pouvoir assembler le véhicule chez eux dans un premier temps, puis éventuellement ressourcer des pièces localement, c'est un moyen pour eux d'augmenter la valeur ajoutée qui est créée chez eux, de s'industrialiser et donc de participer à son développement. Génial. Donc maintenant, alors je ne sais pas si un de vous veut rebondir sur ce qui a été dit par Gaël, mais on voit bien qu'on a... Non, ou pas. On voit bien que donc là, il y a un nouveau modèle. On ne peut pas faire sans les gros. ou sans les acteurs historiques. Bien évidemment, aujourd'hui, quand on va dans la rue, on voit bien que malheureusement, ou heureusement, je ne sais pas, mais on voit plus de Renault que de Gazeltech pour le moment. Ça changera peut-être. Non, mais du coup, c'est intéressant, c'est de comprendre comment aujourd'hui des structures comme Renault anticipent l'avenir ou pensent... on va dire, la fabrication de la voiture de demain. Je voulais revenir sur une notion qu'on n'a pas trop abordée pour le moment, qui est l'économie circulaire. Sans rentrer dans la définition bateau, on sait bien que l'économie circulaire, c'est à la fois repenser en amont, d'où viennent les matériaux, comment on les assemble, quelle est la durée de vie associée, la recyclabilité, la réparabilité en amont d'ailleurs, enfin bref, et ces déchets, qu'est-ce qu'on en fait pour essayer d'alimenter d'autres circuits ou le même circuit. Enfin voilà, donc je sais que Nathalie, tu es experte du sujet. Je te laisse introduire pourquoi, comment, c'est quoi ce projet Refactory ? C'est vrai, on vient de le dire au travers de ce que disaient Antoine, Gaël. On est indéniablement dans un moment de transition où il faut inventer la suite. Et on est tous d'accord sur le fait que la mobilité, c'est un besoin fondamental, mais qu'il faut rendre ça plus pertinent par rapport aux déplacements et aux modalités de déplacement qu'on va choisir. Évidemment, toutes ces évolutions, Renault souhaite en être acteur et voit évidemment évoluer
En fait, à la fois c'est pratique et puis du coup les modèles économiques traditionnels de Renault qui sont en train de bouger. Moi aujourd'hui, ce que je voulais partager avec vous, c'est partant de ce constat, ce qu'on essaye de mettre en place pour accompagner ces changements. Donc comme je vous le disais, moi je travaille au sein d'un projet, donc je mets en place un hub d'innovation, mais aujourd'hui je suis là pour vous parler de Refactory, donc le projet dans lequel moi je contribue. Donc Refactory, en fait, son ambition, en fait, c'est de créer un écosystème européen autour de l'économie circulaire appliquée à la mobilité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que demain, on va avoir besoin, pour suivre toutes ces évolutions, de changer l'industrie automobile d'un mode linéaire et de passer à un mode circulaire. Avec cette idée en fait de réduire l'impact. Pour ça, en fait, on a donc ce projet Refactory. Alors pour vous planter un peu le contexte, ça se passe à Flins, dans l'usine de Flins qui va en 2025, à l'horizon 2025, arrêter ses activités aujourd'hui de carrosserie montage. Et ce projet part de cette idée de reconversion d'un site industriel et des 2000 salariés de ce site. L'ambition de ce projet, en fait, donc comment on fait pour amener l'économie circulaire dans l'industrie de la mobilité. Donc l'ambition de ce projet, c'est de créer un écosystème et de travailler sur 4 axes qui ont été définis. Donc le premier axe, c'est ce qu'on a appelé rétrofit. Et l'idée derrière ça, c'est comment est-ce qu'on va prolonger la durée de vie des véhicules. Parce qu'on sait qu'une fois qu'on a puisé la matière première pour fabriquer un véhicule, l'une des premières étapes, c'est comment on en prolonge sa durée de vie. Un deuxième axe qui va être autour de re-energy, donc c'est finalement comment est-ce qu'on va demain produire, stocker de l'énergie plus verte et là encore réduire l'impact autour de l'énergie. Ensuite, on a un troisième axe qui est tout ce qui est recycle. Donc, comment est-ce qu'on va faire du réemploi, de l'échange standard sur des organes déjà produits. Comment est-ce qu'on va faire du remanufacturing de pièces. Et puis, en dernier recours, comment est-ce qu'on va recycler la matière. Et puis un dernier pôle qui est Restart, où là, l'idée, c'est à la fois de former, d'innover et de penser les modalités de l'industrie du futur. Donc ce projet, il a démarré il y a 2 ans maintenant. Et pour vous donner quelques exemples concrets, peut-être pour que ça parle un peu plus, en 2021, on a, pour la durée de vie, le prolongement de la durée de vie, donc on a mis en place en fait une entité qui s'appelle Factory VO, et qui est un reconditionnement à l'échelle industrielle de véhicules d'occasion. Cette Factory VO, elle a donc été mise en place il y a 1 an et elle a aujourd'hui pu reconditionner plus de 12 000 véhicules. L'idée là, c'est bien de prendre le véhicule d'occasion et de prolonger sa durée de vie, mais c'est aussi de suivre les nouveaux usages et de pouvoir, par exemple, pour les entreprises de car sharing, pouvoir réparer, reconditionner pour ces véhicules. Donc on a fait ça, par exemple, avec Zity, pour tester, en fait, comment on peut contribuer, réparer. Sur tout ce qui est oui, et aussi en matière de rétrofit, on a aussi signé un accord avec une start-up qui s'appelle Phoenix Mobility pour mettre en place un kit de rétrofit pour les véhicules préparés VU type ambulance. Et là encore, c'est pour suivre les normes. Demain, on aura des zones urbaines sur lesquelles il faut réduire l'impact. Et donc là, l'idée, c'est de pouvoir offrir à ces véhicules qui ont coûté en investissement, parce qu'ils sont préparés, donc comme une ambulance, de pouvoir permettre en fait d'avoir des kits pour passer du thermique à l'électrique.
Sur l'axe de l'énergie, pour donner quelques exemples, là l'idée c'est, comme vous le savez, Renault est engagé dans le véhicule électrique pour essayer de commencer à réduire l'impact. Donc sur le véhicule électrique, on a les batteries et la première étape c'est de mettre en place en fait des systèmes de réparation de batteries. Donc on a réparé l'année dernière en 2021 2700 batteries pour les remettre en circuit et là encore on essaye de réduire l'impact. Et puis on a signé un accord on a créé la société Ivia en signant un accord avec Plug Power pour développer des solutions d'hydrogène demain. Sur la partie recyclage, donc là l'idée c'est de pouvoir démanteler les véhicules, réutiliser les pièces et les réinjecter dans le reconditionnement. Donc l'idée c'est là où il faut intégrer en fait de la circularité. Reconditionner des véhicules, ça nous apprend aussi comment ces véhicules vivent et derrière c'est penser la conception demain de véhicules pour qu'ils aient moins d'impact. Donc on essaye aussi de remonter en amont. Et puis, dernier élément sur la partie Restart, donc il y a à la fois des centres d'innovation pour aller vers ce dont Gaëlle parle, c'est comment demain on va décentraliser, être au plus près des marchés. Donc comment demain on pense les capacités de production décentralisées avec par exemple la fabrication additive. Est-ce que ça peut être une solution pour ça. On a également donc le hub d'innovation. Je disais que l'idée c'est de créer un écosystème. On n'est pas évidemment les seuls acteurs de mobilité. Et donc l'idée c'est aussi d'ouvrir à d'autres acteurs. Donc pour vous donner un exemple, on travaille à industrialiser des startups au sein de l'usine de Flins sur des solutions de rétrofit de vélos, sur des solutions de batteries, sur de la mobilité douce. Donc l'idée, c'est aussi d'essaimer et d'intégrer d'autres acteurs. Et puis, pour finir, on a lancé l'année dernière un campus de formation parce que l'enjeu, c'est la reconversion des 2000 salariés de Renault. Donc on a lancé un campus pour reconvertir vers les métiers de l'économie circulaire. Mais avec cette dimension d'essaimage, ce campus, aujourd'hui, on le bâtit avec les acteurs de des académies de Versailles. On le construit avec d'autres corporates. Et l'idée, c'est de créer en fait un centre d'excellence autour des métiers de demain en matière d'économie circulaire, donc au-delà de Renault, et pour pouvoir penser en fait quels seront les métiers de demain, tant les métiers techniques que les métiers, toute catégorie socio-professionnelle. Voilà. Merci pour ce tour d'horizon. Du coup, on prend date en 2025 pour aller découvrir toute cette chaîne de valeur. Vraiment, c'est en train de se mettre en œuvre et donc chaque année, on développe les projets. Donc c'est déjà visible et il y a plein de choses qui sont déjà mises en œuvre au sein de l'usine. Je profite de ce moment pour me faire inviter à découvrir une partie des réalisations. Merci Nathalie. Est-ce que vous voulez compléter ? On continue. Du coup, on voit bien quand on parle de Restart, en tout cas la partie formation, reconvertir 2000 personnes, 2000 salariés sur des nouveaux métiers. On voit bien que du coup, ça amène quand même la question des nouveaux métiers, des nouveaux usages, puisque du coup, ces projets arrivent, hein, bien évidemment, mais on a déjà des technos aujourd'hui. On a déjà, on va dire, si on prend en France, la chance d'avoir une énergie peu carbonée, donc du coup, ce sujet de la voiture électrique qui peut être une alternative sur un certain nombre d'usages. Et du coup, ça tombe bien, parce que du coup, on a un tout petit, on va dire un tout petit bébé du groupe Michelin qui est arrivé, qui s'appelle Wattea, et qui a plein d'ambitions sur le sujet. Donc oui, effectivement, on a commencé par les usages, on a vu le véhicule, on a vu qu'il fallait de l'accompagnement de la transformation, et pour pas décevoir, je vais finir sur les usages, parce qu'on a vu que c'était quand même très important de pouvoir repenser les usages. Donc aujourd'hui, en fait, passer à l'électrique, c'est possible. Il y a déjà des solutions pour certains usages et on va les voir ensemble. Par contre, en fait, il y a des freins, il y a des contraintes, en fait, souvent qui sont réelles ou qui sont, j'allais dire, de la croyance. Les contraintes, en fait, il y a des contraintes financières. Il ne faut pas se le cacher, un véhicule électrique,
ou un véhicule à batterie, c'est plus cher en fait. Donc il faut quand même pouvoir y accéder. Il y a des contraintes organisationnelles. Les contraintes organisationnelles, si je vous demande, aujourd'hui vous avez un véhicule thermique, vous faites combien de kilomètres avec un plein? 500, 600 kilomètres. Vous mettez combien de temps pour faire votre plein? Allez, 3 à 5 minutes s'il y a un petit peu la queue, des fois plus, c'est vrai. Et vous avez combien de stations-service pour faire le plein? Beaucoup. Vous ne posez pas la question, en fait. Et au niveau organisationnel, quand on passe à l'électrique, en fait, il faut revoir en fait, son schéma de fonctionnement. Et ça crée des craintes, des peurs. Et on se dit souvent, bah non, mais moi, je ne peux pas. Avec ce que je fais, je ne peux pas passer à l'électrique. Donc, il y a des questions d'autonomie, des questions de recharge, multi-sources, multi-énergie. Il n'y a pas qu'une seule prise pour se recharger en électrique. Il y a plein de types de prises. Puis, combien de temps ça va prendre? Puis, ça va me coûter combien? Parce qu'on n'a pas les rapports, en fait, d'ordre de grandeur qu'on a sur le thermique, en fait. Donc, c'est cet accompagnement du changement. On a des contraintes comportementales. Bah, comme j'ai expliqué, ce n'est pas les mêmes technologies, c'est un nouveau véhicule, on ne sait pas toujours exactement comment le prendre et comment ça marche. Donc il y a un accompagnement aussi à faire à ce niveau-là. Et les contraintes réglementaires qui viennent de la loi, donc avec la mise en place des ZFE qui découlent directement de la loi climat et résilience, et la loi LOM qui impose aux gestionnaires de flotte d'avoir des véhicules électriques et qui impose aux propriétaires de parking, au-delà d'un certain nombre, d'avoir des places disponibles en recharge électrique. Donc une fois qu'on a fait la liste de toutes les contraintes, de toutes les craintes et de toutes les peurs, ce qu'on se dit, ce qu'on s'est dit chez Watèa, c'est comment on peut simplifier tout ça, comment on peut accompagner et rendre accessible au plus grand nombre avec les solutions qui existent dès aujourd'hui pour pouvoir accélérer cette transition. Donc en fait, on a développé une offre globale qui permet de reprendre des véhicules qui s'adaptent aux besoins des entreprises. On s'adresse aux professionnels qui ont besoin de véhicules pour travailler. On a développé aussi des solutions de recharge. On accompagne vers la recharge aussi, qui est nécessaire. Le véhicule électrique, il ne peut pas fonctionner si on n'a pas de point de recharge, soit sur le site, soit en itinérance. Dans l'offre globale, vous avez aussi tout ce qui est accompagnement des équipes. On a vu que c'était important de voir le changement de fonctionnement. Donc on accompagne les équipes. Et on a développé aussi, quitte à changer, quitte à avoir des véhicules connectés, parce que les véhicules électriques sont beaucoup plus connectés, utilisons ces contraintes en opportunités et développons des bouquets de services qui vont pouvoir simplifier la vie des utilisateurs. Donc concrètement, comment ça se passe? Parce que c'est ça surtout qui est intéressant. Concrètement, aujourd'hui, vous voulez passer à l'électrique, vous avez une flotte. Au niveau de Watèa, en fait, on propose une étude de potentiel d'électrification. On équipe vos véhicules thermiques de petits capteurs, en fait, qui nous permettent de regarder si les véhicules ont des tournées qui permettent de passer à l'électrique. Et ça permet, avec ces données et cette data, de lever le frein de « non, ça ne marchera jamais, moi je sais que ça ne marche pas ». En fait, généralement, quand on fait ces études d'électrification, on se rend compte de deux choses. Il y a quand même pas mal de véhicules qui font moins de 150 km. Alors, il faut savoir que quand on est sur du véhicule utilitaire, on est sur 150 km d'autonomie. Donc ça lève un frein, on peut se dire « ah bah oui, mais tout compte fait, oui, peut-être que je peux le faire ». Le deuxième frein qui est levé aussi et qui est de l'accompagnement du changement, c'est de se rendre compte du pourcentage d'utilisation de ces véhicules. C'est-à-dire que quand on suit les véhicules, on sait combien de temps ils roulent, on sait où est-ce qu'ils s'arrêtent et on sait combien de temps ils s'arrêtent. Et on peut voir sur les études en fait, que des fois, il y a des véhicules qui ne sont utilisés qu'à 18%. Et là, vous pouvez avoir un impact en tant que gestionnaire pour pouvoir dupliquer en fait, ce véhicule et vous dire, au lieu qu'il soit utilisé à 18%, je vais l'utiliser beaucoup plus, je vais changer mes tournées, je vais mettre du multi-chauffeur dessus, et donc je vais pouvoir en fait avoir un véhicule que j'ai acheté et qui va être utilisé beaucoup plus. Voire acheter un véhicule de moins, comme y pensait au départ, parce qu'on n'avait pas fait cette analyse au départ. Donc ça, c'est vraiment un accompagnement qu'on apporte aux gestionnaires pour pouvoir avoir cette transition-là. La deuxième chose, c'est la formation aux chauffeurs au niveau de l'accompagnement, pour les accompagner dans la crainte qu'ils peuvent avoir
Et là, en fait, on utilise une application digitale, c'est-à-dire que comme on est Watèa by Michelin, on a de la chance d'avoir des pistes d'essai. Et donc, on a fait rouler tous nos véhicules qui sont à nos catalogues. Et on a développé un algorithme sur des données réelles de roulage. On a un chauffeur à plein temps qui utilise différents modes de conduite, qui fait vraiment des tests en réel. Avec Clermont-Ferrand, on a du dénivelé, on a des étés très chauds, on a des hivers assez froids. On peut faire des arrêts, des stops. En fait, on fait du urbain, on fait du périurbain, on fait de l'autoroute. Et ça nous donne en fait un algorithme qui permet, à travers une application digitale, de savoir exactement qu'est-ce qui vous reste comme autonomie réellement. Et ça rassure le chauffeur, ça lui permet de voir toute sa tournée entièrement sans se poser les questions, mais est-ce que je vais pouvoir faire ma tournée et est-ce que je vais pouvoir rentrer chez moi le soir. Donc ça permet de réduire toute cette partie-là. Et au niveau de l'accompagnement, on a aussi toute l'installation des bornes sur le site ou l'accompagnement sur la recharge en itinérance. Donc ça, c'est quand même un frein aussi qu'on peut lever. C'est-à-dire que des fois, on a des gens qui disent « Bah oui, moi, je dois passer à l'électrique. Je travaille dans une zone ZFE, j'ai pas le choix. Par contre, j'ai pas de parking, je sais pas où me recharger. » Donc en fait, on contacte aussi des fois des propriétaires de parking vraiment pour lever tous les freins et pour pouvoir accompagner au mieux l'utilisateur pour que la transition se fasse le plus vite. Donc ça, c'était plutôt la partie accompagnement du changement. Et l'autre partie, les solutions qu'on intègre dans notre offre en fait, pour réduire les coûts, c'est des bouquets de services en fait. C'est-à-dire que le coût du véhicule, il restera le coût du véhicule en fait, puisque ce sera toujours un petit peu plus cher. C'est quel service on peut apporter aux professionnels, aux utilisateurs, pour réduire leurs coûts. Soit en apportant du business différemment, soit en leur faisant gagner du temps qu'ils perdaient des fois auparavant. Donc par exemple, l'application multi-chauffeur. Vous pouvez avoir un véhicule utilisé par plusieurs chauffeurs. S'il y a un des chauffeurs qui perdait les clés, vous perdez du temps, ça c'est sûr. Nous, aujourd'hui, avec notre application, en fait, le véhicule, il s'ouvre avec leur téléphone portable, en fait. Donc, en fait, on n'a plus de problème de recherche de clés et ça se fait vraiment de façon très naturelle. Au niveau d'inventaire de matériel aussi, vous avez certaines professions, par exemple dans le travaux publics, où ils ont des équipements qui coûtent assez cher, et des trousses de secours où ils sont obligés d'emporter parce qu'ils sont sur des chantiers qui sont souvent isolés. Aujourd'hui, on a l'application qui nous permet de se dire, oui, je pars du boulot et je sais que tous ces équipements sont dans mon véhicule. J'aurai pas un aller-retour à faire parce qu'une fois que j'arrive sur mon chantier un peu loin, je me rends compte que j'ai oublié ces équipements. Donc je gagne du temps. L'autre point aussi qui permet de réduire des coûts potentiels, c'est des coûts de vol quand vous êtes chauffeur-livreur. Donc vous imaginez, vous sortez, ça fait la 15e fois que vous ouvrez, vous fermez votre véhicule avec votre clé que vous avez mis dans votre poche, vous prenez votre colis à l'arrière, vous essayez péniblement de fermer votre camion avec le bras qui vous reste ou le coude, d'appuyer sur la clé, puis au final, il y a des fois où vous ne le faites pas. Et en fait, vous pouvez avoir des vols. Et en fait, là, la personne, quand elle a le colis et qu'elle s'éloigne de son véhicule, la porte se ferme automatiquement. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui permet de gagner aussi sur son business, en fait, sur sa continuité. Et un petit dernier qui est important, parce que c'est aussi au niveau des sécurités, on a un service digital de check photo. Donc, comme vous êtes en multi-chauffeur, on demande au chauffeur, en fait, le gestionnaire de flotte, de faire des photos du véhicule. Et on se rend compte qu'en utilisant cette application, les chauffeurs prennent aussi plus soin de leur véhicule, donc moins de réparations, donc des véhicules qui durent plus longtemps et qui sont plus dans la continuité. Donc c'est vraiment des bénéfices qui sont même induits, c'est la qualité de vie du chauffeur et vraiment une solution qui n'est peut-être pas idéale, mais qui existe et qui permet de lever les freins. On a une bonne expérience utilisateur et donc ça permet de continuer. On n'a pas de retour de véhicule suite à des insatisfactions, en tout cas pas à ce jour. Très bien, merci Géraldine. Donc effectivement, on voit bien qu'on a du court terme, du moyen et du long terme sur ces différentes interventions. On peut passer aussi à une phase de complément, parce que du coup, on va aller un peu plus dans le détail maintenant. Je ne sais pas si vous avez déjà, dans ce premier temps, des questions. Alors, c'est souvent la première qui est la plus compliquée, mais je ne vais pas vous stresser sur le questionnement, mais j'en ai plein, moi. Alors j'en ai une qui n'était pas forcément prévue, mais on sait que là, à horizon quelques mois, quand même, on a le sujet des ZFE, puisque ça a été apporté. Donc je ne sais pas si vous connaissez cette notion, qui sont les zones à faible émission. Donc c'est ce qui nous limite
Est-ce qu'il va nous limiter de plus en plus l'accès des centres-villes, par exemple, ou de certaines agglomérations, soit en réduisant la vitesse drastiquement, soit en interdisant certains véhicules? C'est l'histoire des vignettes critères, où on nous dit, voilà, 3, 4, 5, ça passera plus. Bon, il y a le questionnement du contrôle, bien évidemment. Et j'ai vu dans une étude il n'y a pas très longtemps de Mobiliance, qui défend les intérêts du monde automobile, qu'une personne sur deux, enfin 43 ou 45% des Français vont être concernés par ces ZFE. Du coup, je me pose la question de savoir, bien évidemment, vous avez ce sujet en tête. Qu'est-ce que ça vous inspire? Quelle serait la contribution? Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour arriver à faire en sorte qu'on puisse respecter cette réglementation qui arrive vitesse grand V, qui est déjà là d'ailleurs dans beaucoup d'agglomérations? Juste rapidement, pour Wattea, c'est facile. Vous venez chez nous et puis vous pourrez continuer à rouler. Bon, je pense que je peux prendre le relais. En plus, étant élu sur ces sujets, je suis directement concerné. Alors, sur les ZFE, donc c'est toutes les villes de plus de 150 000 habitants, se pose la question de l'exclusion notamment des populations précaires qui viennent ponctuellement dans une zone dense où une ZFE est implémentée. On pourrait très bien réfléchir, parce qu'en fait, la question se pose globalement de l'accès à la mobilité. C'est quelque chose qui est assez inégalitaire. Quand on regarde les études sociologiques de mobilité, en fonction de son niveau de revenu, en fonction de son niveau de diplôme, en fonction de son genre, en fonction de différents critères, on n'a pas tous accès de la même manière à la mobilité. Et il y a des grosses disparités, et notamment dans ce qu'on appelle les mobilités rapides, voiture, train, avion, on remarque que c'est encore plus vrai. Même quand on marche dans la rue, il y a des inégalités de genre, enfin voilà, plein de sujets. La ZFE, on rentre en plein dedans. C'est-à-dire qu'on vient percuter une problématique d'accès égalitaire à une zone donnée. Donc on pourrait très bien, pour éviter d'exclure certaines populations précaires, qui sont généralement les populations dont les vignettes sont exclues de ces zones-là, avoir un système, ce qui existe dans d'autres pays européens, d'accès ponctuel 2-3 fois par an à une zone dense soumise à ZFE. Ça peut être une solution. On a souvent, nous, le cas, par exemple dans le territoire où je suis élu, on a des quartiers politiques de la ville où des gens viennent voir leur famille, viennent de banlieues loin, sont en situation de handicap ou autre. Ça pourrait être très bien une solution parce que ces personnes-là n'ont pas les moyens de changer de véhicule. La problématique des ZFE, c'est la problématique de contrôle. Aujourd'hui, il n'y a pas de système permettant des contrôles à large échelle d'entrée dans les ZFE. Il y a des problématiques de vidéo, de lecture de plaques, de dispositifs humains, enfin il y a plein de sujets. Néanmoins, est-ce que pour autant il ne faut pas faire la ZFE? La réponse est évidemment, à mon sens, non. On est obligé de faire en sorte de modifier le plus rapidement possible le parc véhicule, et notamment le sujet de la livraison est très important, puisque dans les zones soumises à ZFE, on a la problématique de la livraison, notamment liée au e-commerce qui explose. Et donc comment on fait en sorte que ces zones-là aient des externalités négatives de pollution liées à la livraison qui soient limitées. Donc les ZFE, c'est vraiment un sujet qui est clivant parce que les périurbains ou les gens qui viennent ponctuellement dans les zones denses ne comprennent pas ce dispositif. Les urbains, eux, sont plutôt favorables majoritairement à ce type de dispositif. Donc il y a un sujet vraiment de clivage politique, de clivage idéologique, sur lequel on peut trouver, je pense, un point de convergence. En tout cas, il le faut, parce que la transition écologique ne peut pas se faire sans que la majorité y adhère. Donc il faut trouver des moyens. Je finirai sur un truc, c'est que une bonne politique publique, en général, c'est un mélange de 3 choses. C'est la coercition, donc l'obligation, c'est l'incitation, donc un dispositif économique ou extra-économique qui incite la personne à changer son comportement. Et le troisième, qui est le plus fort mais le plus long, c'est l'éducation. Et donc la coercition, c'est l'interdiction d'entrer dans une zone. L'incitation, c'est des dispositifs financiers permettant de changer son véhicule. Et l'éducation, on en revient à un point antérieur, qui est à mon sens très fort, qui est le changement d'imaginaire des nouvelles générations autour de la mobilité. Et là, on doit en passer par, je suis désolé pour Renault, mais la régulation de la publicité, par exemple. Et c'est vrai que, quelque part, la régulation permet aussi de faire bouger. Et je pense qu'on est tous d'accord pour se dire qu'on est dans une phase vraiment de transition sur laquelle il faut répondre.
Et bon, voilà, je l'ai abordé. Renault essaye de travailler sur les professionnels, les flottes, pour mettre à disposition des kits de rétrofit et des solutions d'hydrogène aussi sur les flottes. Mais voilà, l'idée, c'est que plus globalement, il faut qu'on s'y mette tous pour agir. Ouais, j'ai cette image aussi qui me vient en tête, qui est la publicité de Renault, qui présente aussi le vélo comme un mode de transport. Qui pourrait être utilisé à la place de la voiture sur certains trajets. Donc on sent que ça bouge. Je voulais compléter ce sujet d'imaginaire, ou en tout cas de ZFE, mais avec une autre notion, parce qu'on a parlé de véhicules repensés, ou de fabrication. On n'a pas parlé des modèles économiques, qui sont quand même quelque chose d'essentiel, parce que du coup c'est chouette d'avoir des super idées et d'imaginer demain, mais on ne vous a pas entendu. Alors sur la partie WATEA, je comprends bien le modèle économique. Par contre, Gazeltech, j'imagine, mais j'aimerais bien que tu nous en dises deux mots. Et pareil pour Refactory, comprendre comment demain Renault peut avoir cette usine de Velin viable économiquement. Donc nous, effectivement, le modèle il est un petit peu différent de ce qui se fait classiquement dans l'automobile, où un constructeur fabrique des voitures et vend des voitures. Nous, en fait, chez Gazeltech, on vend des usines d'assemblage de voitures, des micro-usines. Et donc, ces micro-usines sont vendues à des partenaires, typiquement des concessionnaires, qui vont ensuite nous acheter des pièces détachées, puisqu'on a quand même la responsabilité de leur fournir des pièces détachées, conformes à l'homologation et tout ça. Et après, eux, en fait, ils achètent des pièces détachées et ils vendent des véhicules. Donc nous, on vend des usines, des pièces détachées, de la formation pour apprendre à monter les véhicules. Et eux, ils achètent des pièces détachées et ils vendent des véhicules et ils en font l'entretien. Voilà. Parfait. Donc ça permet juste de squeezer une partie de la valeur ajoutée et la basculer sur les territoires à travers ses partenaires, quoi. Très clair. Nathalie ? Alors, concernant Refactory, donc, comme j'ai expliqué tout à l'heure, c'est la reconversion d'un site industriel d'ici à 2025. Dans la reconversion et dans le modèle économique, il y a évidemment la question de l'emploi et comment est-ce qu'on va préserver les 2000 emplois. Et donc, pour répondre, l'idée, c'est vraiment d'aller mettre en place des sujets qui sont les métiers de demain en matière d'économie circulaire. Donc tous les projets qui sont mis en œuvre au sein de Refactory ont un équilibre économique qui a été démontré. Et l'idée, c'est vraiment d'inventer en fait les business de demain autour de l'économie circulaire et de travailler sur à la fois le ratio entre moins d'impact sur l'environnement et la préservation de l'emploi. Très bien. Est-ce que par hasard il y a des questions ? Oui. Alors attendez, j'arrive comme ça. Tout le monde entendra. Voilà, justement par rapport à la Refactory. Donc vous allez essayer de tenir les véhicules plus longtemps en utilisation. Donc ça voudrait dire qu'il y aura moins de véhicules qui seront vendus. Ça voudrait dire que potentiellement vous envisagez une phase de décroissance des ventes. Alors aujourd'hui, Refactory, c'est vraiment une activité pilote avec l'idée de préparer petit à petit l'avenir et la transformation. Donc il y a vraiment cette problématique, quand on est un acteur mondial, c'est de préserver l'emploi aussi. Donc on ne va pas arrêter de fabriquer des véhicules neufs, ça va se poursuivre, même si on va réduire leur impact carbone. L'idée en fait sur la prolongement de la durée de vie des véhicules, c'est aussi d'une manière beaucoup plus globale. On le voit avec la crise des matières premières, la crise des composants, c'est qu'aujourd'hui on voit bien que le véhicule d'occasion, il n'y a pas le choix que de prolonger sa durée de vie. Donc c'est l'équilibre entre ces différentes activités, à la fois du véhicule neuf moins polluant et à la fois la prolongement du parc existant. Bonjour, je profite de la présence d'un constructeur qui est assez rare lors d'un salon pour vous poser la question sur le poids des véhicules. Il y a déjà 10 ans de ça, le Premier ministre de l'époque, Jean-Marc Ayrault, avait demandé aux constructeurs de pousser la recherche et d'obtenir des résultats sur des véhicules 2 litres au 100. Il n'en a rien été du côté des constructeurs, où on a continué à construire toujours des véhicules plus gros, plus larges. Voilà, un bel exemple, la nouvelle Kangoo.
Qu'est-ce que vous pouvez me répondre par rapport à ça? Et je ne parle pas des SUV et autres qui se baladent en file. C'est vrai qu'il y a un aspect paradoxal par rapport à ça. Ce qui est sûr, c'est qu'on tient compte aujourd'hui de l'impact carbone des véhicules. Après, il y a aussi malheureusement un marché avec une demande. Donc on répond aussi, voilà, c'est un peu les équilibres entre... voilà. Mais ce qui est certain, c'est que l'idée, c'est d'essayer de réduire l'impact de ces véhicules et l'impact global, pas que dans l'usage, mais aussi dans la conception et la fabrication et le recyclage. Voilà. Oui, si je peux compléter, Nathalie. Moi, je dirais effectivement qu'il y a toujours ce qu'on voudrait et finalement ce qu'on fait, quoi. Et alors, tous à notre niveau, on essaye d'aller vers des choses plus responsables. Maintenant, je pense qu'il y a chacun à nous individuellement aussi de prendre... les industriels doivent offrir des solutions et après les consommateurs, vous, moi, devons nous orienter vers des solutions aussi plus vertueuses et prendre nos responsabilités. Mais c'est compliqué, effectivement, quand on est dans un marché où, en fait, ces préoccupations, moi, ce que je vois aussi un peu au niveau... c'est que ces préoccupations, elles sont alors mondiales, effectivement, mais elles ne sont pas présentes de la même façon dans tous les pays. Dans un pays où vous avez un vélo pour vous déplacer, avoir une moto ou demain un véhicule qui est plus lourd, qui consomme plus et qui pollue plus, c'est mieux. Et donc ça veut dire qu'il faut que nous, il faut qu'on fasse ce qu'on peut, et je ne rejette pas du tout toute la faute sur le consommateur. Je dis juste qu'il y a une conscience collective à construire, des solutions effectivement à apporter de la part des industriels, mais il y a tout un... Comment dire, c'est pas parce que vous mettez sur le marché un véhicule à 2,1 litres qu'il va être acheté. Merci pour les compléments. Juste, il nous reste 5 minutes. On fait 2 petites questions et on complétera. Voilà. Oui, bonjour. Merci. En fait, j'ai une question sur l'économie circulaire. En fait, là, sur la phase de transition entre les véhicules thermiques et électriques. En France, on utilise 10% de pièces de réemploi. Aux États-Unis, c'est 40%. Qu'est-ce qui fait qu'on stagne, en fait, malgré une réglementation qui existe quand même depuis plusieurs années en France? Comment ça se fait que ça ne progresse pas davantage? Alors, je ne suis pas experte du sujet, donc je vais essayer de répondre. En fait, sur la pièce de réemploi, l'idée, c'est qu'il faut récupérer les véhicules. Donc, nous, on a mis en place des filières avec notamment Indra pour pouvoir récupérer les véhicules qui sont hors d'usage et assurer le démantèlement et la réinjection de ces pièces de réemploi. Mais ça veut dire qu'il faut aller quelque part racheter les véhicules qui sont hors d'usage et les remettre dans la boucle, en fait, aujourd'hui. Et c'est vrai qu'avec toute l'arrivée des véhicules en leasing, cette boucle-là, elle va être beaucoup plus rapide, efficace. Et c'est tout l'enjeu, en fait, de passer de l'économie linéaire à l'économie circulaire. C'est de favoriser ça pour que ce soit quelque part réalisé. Voilà. Oui, et aussi au niveau des véhicules électriques, parce que la question aujourd'hui, on se la pose moins parce qu'ils sont tout neufs, ils viennent de sortir, donc on n'a pas ça. Mais on travaille aussi, alors nous, on a lancé une étude en interne sur comment allonger la durée de vie de la batterie, parce qu'en fait, le véhicule, une fois qu'il est produit, il est produit. Donc le but, c'est de le faire durer le plus longtemps possible. Et pour ça, il y a le véhicule en tant que carrosserie. Effectivement, utiliser des pièces de réemploi, c'est super. Et puis, on a la batterie. Et on travaille justement aujourd'hui pour pouvoir trouver des compromis d'optimisation de cette durée de vie de batterie ça va impacter du comportement. Il va falloir alerter les usagers aussi et de se dire, en fin de compte, comment je peux... de par mon cycle de charge et de décharge du véhicule, optimiser ce cycle de charge et de décharge pour que ma batterie dure le plus longtemps possible, en fait. Et ça aussi, c'est des sujets de réflexion, et c'est des sujets qui sont possibles parce que les véhicules, maintenant, nous apportent pas mal de données, en fait. Et donc, on peut aussi optimiser ça. Donc, c'est des sujets de réflexion qu'on a lancés aussi de notre côté.
Pour compléter, il y a des choses qui méritent d'être soulignées quand même. Il y a des acteurs type Nord Auto sur l'entretien des véhicules qui a lancé des usines de recyclage de pneus rechappés pour les remettre dans le circuit, des usines de recyclage de batteries que vous pouvez retrouver ensuite à la vente. Et puis, je juste souligner un point qui est sans doute un frein aussi au développement de ce genre de solution, c'est que la partie normative, législative est pas simple à ce sujet-là. Parce que quand vous construisez un véhicule, vous devez assurer sa conformité de production, c'est-à-dire que chaque véhicule que vous allez vendre va être conforme à celui que vous avez homologué. Dans un cycle de production classique, vous sortez une pièce qui va sortir de chaîne de fabrication, vous savez ce qu'elle donne, ce qu'elle vaut. Et lorsque vous récupérez une pièce ancienne, vous n'avez pas son historique. Et donc, ça veut dire qu'il faut réinventer tout un cycle de revalidation de la pièce pour être sûr que quand vous la remettez dans le circuit, elle ne va pas poser de problème et pour ne pas mettre en cause en fait, la responsabilité et mettre en danger l'utilisateur. Donc, il y a tout un... Voilà, je pense qu'il y a aussi des freins qui sont au niveau législatif qui sont assez importants à ce genre de... Enfin, des évolutions nécessaires, on va dire, pour faciliter ce genre de choses. Oui, donc j'aurais une question qui porte sur la réparabilité et donc la transformation sur l'usage. J'entends bien l'argument qu'on ait besoin de créer des emplois, de produire beaucoup de voitures. Je m'interrogeais sur le fait que, bon, tout en vendant moins de voitures, il y a des gros constructeurs qui ont quand même réussi à réaliser pas mal de bénéfices, notamment l'entretien. Le nombre de pièces que l'on doit changer lorsqu'on a une maintenance pour être sûr que la garantie soit maintenue, etc. Donc ça, est-ce qu'il y a des axes d'innovation sur la réparabilité des voitures, le fait que des personnes puissent, un peu comme avant, réparer certaines choses? Et s'il y a supposons qu'il y a moins de voitures à la route, est-ce que, pour compenser en termes d'emploi, des initiatives de partage telles que ça existe dans des zones rurales, je crois que Cities, c'est une coopérative qui doit, autour de Grenoble, avoir au moins 300 ou 400 véhicules où les gens peuvent se les partager. Bon, par exemple, en Ile-de-France, on n'a pas trop. Or, il y a des il y a aussi des... Voilà, peut-être pas suffisamment de couverture territoriale en termes de partage avec des boîtiers ou voilà. En fait, juste, je suis désolée, peut-être que c'était pas compréhensible, mais l'idée à la Refactory, c'est d'essayer justement de développer des nouvelles activités de reconditionnement de véhicules. Et donc, depuis l'année dernière, on a mis en place un centre de reconditionnement véhicules à l'échelle industrielle. Je précise que c'est un centre qui est multimarque. Donc, l'idée, c'est d'aller au-delà du reconditionnement de nos propres marques. Avec cette idée justement dans un périmètre de 300 km autour de Paris de pouvoir reconditionner les véhicules et donc de rallonger leur durée de vie en les réparant. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est l'idée, c'est aussi Refactory est en train de construire avec les universitaires au sein du campus quels seront les métiers de demain en matière d'économie circulaire. Donc l'idée, c'est vraiment d'accompagner ce changement sur, c'est pas que les métiers, toujours plus de métiers pour produire, c'est quels seront les métiers demain dans une économie où on réduit l'impact et on amène la circularité. Merci. Bon, on commence à exposer le compteur, enfin le temps. Donc on va devoir conclure. Mais alors je vais vous laisser un dernier mot quand même pour que vous puissiez avoir le mot de la fin. Mais moi j'ai retenu le sujet de la déconstruction de l'image de l'automobile, essentiel. La remarque sur effectivement les SUV ou les véhicules lourds, ça fait appel à la fois aux constructeurs mais aussi aux consommateurs parce que du coup ils sont achetés ces véhicules. Donc je pense qu'il faut qu'on comprenne et qu'on accepte que les politiques publiques et que nos images et notre volonté changent. C'est vrai qu'on est toujours étonné de voir, je crois que la quantité de SUV le plus vendu est dans les Hauts-de-Seine, qui n'est pas le département le plus cabossé sur la route. Donc il y a un sujet là vraiment de prise de conscience. Les gains techniques qu'on a toujours réussi à faire depuis les années 50 dans l'automobile ont toujours été compensés par plus de vitesse, plus de kilomètres, plus de poids. De sécurité. Sécurité. Enfin, équipement. Normes. Donc on voit qu'il y a un sujet aussi assez complexe à traiter sur cette partie. Donc bon, réduire l'usage, ça réduit aussi ces sujets. Décentraliser la production paraît être un sujet essentiel et où quand elle est centralisée, comme historiquement on l'a repensé, donc les nouveaux modèles, les nouveaux services, les nouvelles offres. Et puis on voit bien qu'il y a un sujet aussi qui est assez clivant. Donc je pense qu'il faut arriver à recréer du lien entre les usages et arrêter d'opposer les différents usages parce que en tout cas, nous, dans nos missions de conseil, on voit bien qu'on est toujours dans l'opposition de l'un contre l'autre, alors que
Vous êtes peut-être tous usagers de la voiture et à un moment donné, vous marchez, vous utilisez les transports, etc. Donc on voit bien que cette multimodalité est essentielle. Voilà, bon, en essayant de dresser ces grands enjeux, on se dit que si on arrive à avancer déjà ensemble sur ces thématiques, on arrivera à avancer dans le bon sens. Mais au-delà de cette théorie, si vous deviez avoir un mot de la fin, une action concrète, une priorité sur l'année 2022-2023, quelle serait-elle pour que vous puissiez nous projeter là, à court terme sur une priorité, une envie, un désir, une attente? On fait dans l'ordre de tout à l'heure. Alors moi, de mon côté, je me dis qu'en fin de compte, on l'a vu, le transport est un des segments où on a des émissions de carbone qui sont importantes. Et au final, je me dis que quand on repense à l'usage qu'on a, on peut tous avoir une action personnelle ou professionnelle en fait, sur son mode de transport. Que ce soit quotidien, hebdomadaire, mensuel. On peut tous, à un moment donné, se dire « et si je faisais différemment ?» et essayer de faire différemment. Et je trouve que ça, c'est intéressant parce qu'on a un résultat et une gratification assez rapide, en fin de compte. On n'est pas obligé d'attendre des années pour se dire « j'ai fait ça et je sais que j'ai eu un impact moins mauvais que si j'avais pris mon véhicule personnel pour faire le même trajet. » Donc moi, c'est vraiment de me dire on a un levier personnel et un levier professionnel sur le mode du transport, et en plus on a un résultat qui se voit, je pense, assez vite quand on essaye de faire changer les choses. Voilà. Premier bon point. Deuxième. Moi je dirais que c'est possible d'atteindre, je crois que l'objectif c'est moins 40% de CO2 en 2050, quelque chose comme ça. Je dirais que c'est possible de le faire, mais que c'est un travail collégial avec tout le monde, le consommateur qui doit revoir ses usages, les industriels qui doivent apporter des solutions, les pouvoirs législatifs qui doivent éviter de contraindre et de suréquiper, de pousser au suréquipement des véhicules et ainsi de suite. Et donc c'est vraiment un travail qui se joue à tous les niveaux. Voilà. Et en tout cas, sachez qu'on travaille et que si tout va bien, l'année prochaine, notre véhicule sera homologué et dès 2024, vous pourrez le trouver sur le marché. Je vais être un peu plus négatif. Si on veut vraiment respecter les accords de Paris et la stratégie nationale bas carbone, les seuls efforts individuels ne marcheront pas, ne suffiront pas. En fait, on est tous dépendants, on a tous un mimétisme social. Donc en fait, on attend toujours que son voisin bouge pour bouger soi-même. La réalité, c'est que l'effort doit être collectivisé, et donc c'est aux législateurs de faire en sorte que le mouvement collectif s'engage rapidement et de manière relativement forte. Et donc, de fait, je pense que des mesures qui ont été faites dans le cadre de la Convention citoyenne pour le climat doivent être remises sur le tapis et engagées. En fait, il n'y a pas d'autre choix. Vraiment, compter que sur un effort individuel, à mon sens, ce n'est pas suffisant, c'est nécessaire, mais strictement non suffisant. Et Nathalie ? Je rebondis sur ce que dit Antoine. C'est pour ça que pour moi, je pense que c'est important justement qu'il y ait des constructeurs automobiles qui soient présents là, à cette table ronde. Parce que dans une approche globale, c'est important de pouvoir avoir un impact. Et donc, moi, je remercie ProDurable et puis je te remercie aussi d'avoir mis en œuvre cette table ronde et cet échange. Parce que moi, je suis convaincue que c'est, en confrontant ces idées et en y allant sur ce que dit Antoine sur repenser l'usage et rationaliser l'usage, la réglementation qui nous fait tous bouger plus vite, plus fort, des nouvelles solutions sur les usages ou sur les objets de mobilité. Et puis la dimension, comment l'industrie devient circulaire et essaye de soutenir ces approches. Donc voilà, merci. Merci à vous. Et puis bonne fin de journée de salon à tout le monde.